À un moment donné, on a compris qu'on s'acheminait vers l'indépendance et à ce moment-là, les gens n'ont plus attendu. C'est du spontané et pas du spontané en même temps. Parce qu'il a bien fallu quand même quelques personnes, les premières, qui sont sorties pour entraîner toutes les autres derrière. Le 11 décembre, c'est le deuxième souffle de la révolution du 1er novembre 1954. S'il n'y avait pas eu le 11 décembre, on ne serait pas libre. Le peuple algérien, enfin, se libérait et sortait parce que c'était pour lui la dernière chance. La surprise a été totale, y compris chez nos rangs. Tout le monde a été dépassé. Tous les théoriciens des guerres coloniales et les prétendus théoriciens des guerres contre-insurrectionnelles, contre-révolutionnaires ont eu une nouvelle fois une leçon comme quoi c'est impossible de vaincre un peuple qui veut son indépendance. Les femmes sont montées en maquis, elles ont pris des armes, elles ont été déposeuses de bombes et tout. Elles n'ont demandé la vie de personne. Moi, quand je suis sortie manifester que j'avais 13 ans, je ne demandais à personne. On a commencé à crier Algérie, Algérienne, Algérie, Algérienne. Le premier you-you provenait de ce bâtiment. C'est comme quelqu'un qui avait quelque chose dans le cœur qui l'a fait sortir. Sur le 11 décembre, il faut voir ce qui s'est passé. Les enfants, les femmes, tous, ils sont même partis vers les chars. Ils n'ont même pas peur des chars. Nous étions, je vais vous dire, je vais employer deux mots, nous étions envoûtés. La libération, dans ce contexte colonial, ne peut passer que par une libération des énergies vitales dans le corps. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, dans les rituels de trance, les gens ne se lèvent pas pour danser. Ils dansent parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de danser. Il s'agit de faire corps dans la révolte. Ça ne peut pas être une affaire individuelle. Nulle libération à l'échelle d'une société n'est une affaire individuelle. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour cette rencontre autour de la réédition augmentée du livre de Mathieu Rigouste, donc aux éditions Premier Matin de Novembre, une version de poche, mais enregistrée, enfin en semi-poche ou plus petite, augmentée d'une préface de Kautar Archi, qui est avec nous ce soir et qu'on remercie d'être venu de Strasbourg pour l'occasion. Et une postface d'Elsa Dorlin. Voilà. Donc, on est aussi très content de vous annoncer l'arrivée de ce catalogue qui vient à la fin du coup d'un cycle de rencontres autour de l'Algérie, de relations que l'Algérie entretient avec la France. Et ce catalogue, c'est une sélection de livres autour de ces questions-là, une sélection thématique. Vous pourrez donc en récupérer un à la fin de la rencontre. C'est un catalogue qui a été rendu possible par la participation des étudiantes de la licence pro librairie de l'Université de Toulouse en Jaurès, qu'on remercie. Et il y en a qui sont parmi nous. On remercie aussi Jérémy et Pauline de TV Bruit qui assurent la technique ce soir pour TV Bruit, qui est une télé associative à laquelle on enregistre pas mal de rencontres depuis près d'un an maintenant, que vous pouvez retrouver donc sur le site de Terra Nova, de TV Bruit, le blog de Mediapart de TV Bruit. Voilà, donc vous êtes filmés. Enfin non, la rencontre est filmée, vous normalement non. Voilà, donc je remercie aussi Hugo d'être là pour et qui travaille pour les éditions Premier Matin de Novembre depuis un certain temps et qui va faire la modération de la rencontre.
Je crois n'avoir rien oublié. Sinon que oui, cette rencontre clôt un cycle de rencontres autour de l'Algérie. Vous pouvez retrouver sur le programme, et certaines de ces rencontres sont disponibles en audio sur le site de Canal Sud et en vidéo sur le site de TV Bruit et de Terra Nova. Voilà. Merci à toutes et tous et bonne soirée. Et merci Mathieu. Je sais même pas si j'ai parlé de toi, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais commencer par me présenter brièvement. Donc je m'appelle Hugo Oliveira. Je suis éditeur aux éditions Premier Matin de Novembre, donc qui ont été une maison d'édition toulousaine qui a été fondée en 2017 par Assia ici présente. Donc c'est une maison d'édition qui a vocation à porter, à infuser, à nourrir les luttes anti-impérialistes et antiracistes en France et à l'international, de manière offensive tout en s'inscrivant dans l'héritage des pensées matérialistes. On a un catalogue qui est pluriel, donc ça c'est le 13e titre qui sort comprenant les rééditions, mais donc des titres qui s'unissent autour de la volonté de contribuer à notre manière au mouvement révolutionnaire. Donc actuellement on est 2, mais on aura la chance que Myriam nous rejoigne en 2023 pour créer une nouvelle collection littéraire. Et du coup aujourd'hui j'ai la chance d'être avec donc Mathieu Rigouste et Kautar Archi pour cette discussion. Donc Mathieu, toi tu es chercheur indépendant en sciences sociales qui a travaillé notamment sur les questions du capitalisme sécuritaire, des violences d'État et de la contre-insurrection. Et Kautar, toi tu es écrivaine et sociologue qui a travaillé notamment sur les questions raciales et féministes. Donc là on va commencer par une discussion de à peu près 45 minutes à ce que j'ai compris. Et par la suite, on fera 45 minutes d'échange avec vous toutes et tous pour rendre la discussion la plus dynamique possible. Donc je vais vous laisser vous présenter peut-être respectivement pour commencer. Peut-être Mathieu, tu peux commencer aussi à présenter le projet Un seul héros le peuple et comment tu as travaillé, ce genre de choses. Ouais, alors bonjour, merci d'être présent. C'est à chaque fois un moment important pour moi parce que ça s'inscrit dans un projet qui a duré 7 ans et pendant pas mal d'années, je me suis vraiment demandé si ça allait pouvoir aller au bout, quoi. Et notamment donc parce que je fais de la recherche indépendante et que la recherche indépendante, du coup, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on le fait sans moyens, donc on avance un peu au jour le jour. Et voilà. Et donc c'est un grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous, notamment parce qu'il y a plein d'histoires dans cette recherche qui c'est le présupposé de tout ça qui viennent nous permettre de comprendre à quoi on fait face dans nos vies quotidiennes et pour les luttes contemporaines. Et là ça résonne et ça vient expliquer la cohérence que ce soit publié avec le Premier Matin de Novembre édition. Donc voilà, je reprends au début le recherche indépendante, donc parce que c'est en dehors de l'université et parce que l'idée c'est moins d'être un chercheur engagé que de participer aux luttes et depuis ça de produire des savoirs critiques. Et j'insiste dessus parce qu'en fait il y a vraiment une différence entre les deux. On pourrait croire que c'est des choses qui se ressemblent et en fait pas tant, parce que notamment dans le mode de vie, ça veut dire ça veut dire que du coup on n'est pas 40, 50, voire 60 heures autour du taf à l'université, et que la base de tout ça, c'est la question de l'engagement dans les luttes, et c'est le fait d'utiliser un savoir critique pour de l'action collective. Voilà, donc dans tout ça, je travaille sur le système sécuritaire. En gros, concrètement, ça veut dire je m'intéresse à ce que fait l'armée française en Afrique, ce que fait la police française dans les quartiers populaires, la transformation des prisons, la transformation de la politique des frontières, la militarisation des sociétés contemporaines. Et pendant pas mal de temps, je croyais qu'on pouvait éviter les contradictions internes qu'il y a dans les sciences sociales et qui font qu'en fait, quand on les attaque pas, quand on les tord pas, elles reproduisent des rapports de domination. Et donc, je considérais qu'on pouvait éviter ça en travaillant que sur les dominants et que sur les rapports de domination. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, encore une fois, par les luttes et par la nécessité de tordre les savoirs universitaires et même, et critiques et militants quand on a besoin de s'en servir réellement, que en fait, on pouvait pas comprendre à quoi on avait affaire si on le faisait pas résonner avec ce qui lui résiste en permanence. Et que la base si on veut comprendre un système de domination pour le balayer, en fait, il faut être capable de comprendre où est-ce qu'il dysfonctionne,
où est-ce qu'il y a des interstices, où est-ce qu'il y a des possibilités de résistance, et puis de voir aussi dans les séquences historiques, de voir globalement que en fait à toutes les époques, les rapports de domination ils sont contredits. On leur oppose des choses, les dominés ont leur créativité, s'aménagent des espaces de résistance, et que donc on peut pas comprendre tout ça et on peut pas s'organiser contre si on va pas aussi regarder ces choses-là. Et du coup, l'enjeu, ça a été je développe toujours un peu sur ce que je mets derrière recherche indépendante et critique, mais du coup, l'enjeu, c'est de réussir à fabriquer des outils depuis les luttes sur les rapports de domination, sur les dominants, et de constituer un savoir critique quand ça concerne les dominés, de le faire de le faire ensemble, en réfléchissant ensemble, en produisant une analyse collective et en le restituant tout au long de la recherche. Et du coup, c'est aussi une proposition d'enquête populaire qui est à la base de ce projet Un seul héros, le peuple. Peut-être je vous lance juste des pistes pour vous le présenter et après on continue à discuter avec Kautar. Donc dans ce travail sur le système sécuritaire, une thèse que j'ai développée au début de ce boulot qui s'appelle l'ennemi intérieur constate que le système impérialiste, que la société sécuritaire, à chaque fois qu'elle est confrontée à des crises, elle va puiser dans certains répertoires en particulier, dans plein de répertoires, mais notamment dans les répertoires coloniaux et dans le répertoire des guerres coloniales. C'est-à-dire qu'elle va chercher dans les technologies de pouvoir colonial des mal à outils, des répertoires pour se transformer. Et autour de ce travail-là, donc notamment pour l'histoire de l'impérialisme français, en fait, on retombe en permanence sur la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a été une des matrices, un des grands terrains de mise en pratique des technologies de violence d'État dont les généalogies continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi un terrain qui a servi de répertoire principal pour l'impérialisme occidental en général. Mais donc on est en permanence confronté à la question de la guerre d'Algérie, et dans la guerre d'Algérie on entend parler très peu, parce qu'il n'y avait rien sur le sujet, du 11 décembre 1960, qui est connu en Algérie, plus ou moins, notamment parce que la séquence elle est problématique pour l'État algérien lui-même et pour le régime FLN, qui a fabriqué une espèce et du vide et un récit mythologique d'État sur l'événement, qui fait que comme une grande partie du discours d'État sur la révolution algérienne, une grande partie des classes populaires algériennes s'en méfient et voire des fois s'y intéressent pas trop, parce que on se dit que si l'État le met en avant, c'est qu'il doit y avoir une arnaque derrière. Et voilà, côté français, donc je dis encore le 11 décembre, mais l'enjeu du livre là et de cette recherche, ça a été de montrer que justement c'était pas juste une journée à Alger, comme ce qui est désigné par le 11 décembre d'habitude, 1960. Du côté français, ça a été plus que marginalisé, ça a été étouffé, mis sous le tapis, ça a disparu, et de l'historiographie, j'allais dire dominante, mais de la plupart des historiographies, et des commémorations officielles évidemment, mais aussi de la culture, nos pratiques d'éducation populaire, de la culture militante. Alors que donc c'est à la fois, et c'est pour ça là je mets les pieds dans le plat et on entrera plus dans la discussion après, mais c'est un massacre d'État, c'est encore un crime colonial qui a été dissimulé quelques mois avant celui d'octobre 61, mais donc ce coup-là en Algérie, mais c'est aussi une victoire populaire. Et je pense que c'est ces deux choses-là aussi qui expliquent pourquoi ça a disparu des mémoires et des récits dominants sur la révolution algérienne. Et voilà, je rentrerai dedans dans la discussion après, mais c'est effectivement pas une journée d'une manifestation gigantesque à Alger, c'est plus de 3 semaines d'une insurrection généralisée dans toute l'Algérie et qui fait se croiser toute une série de strates des classes populaires et d'acteurs de la révolution algérienne que habituellement on a tendance à considérer comme secondaires, voire marginaux. C'est-à-dire que l'historiographie de la révolution algérienne s'est beaucoup intéressée aux directions politiques et militaires, aux moudjahidines, aux maquis, aux prises d'armes. Et en fait là on a des manifestations gigantesques dans toutes les grandes villes d'Algérie, dans une grande partie des villes moyennes et jusque dans des villages,
où on a des cortèges, oui, d'hommes, mais où on a des cortèges de femmes, où on a des cortèges d'enfants. Dans les cortèges, il y a des anciens, il y a des maquisards à peine, qui reviennent du maquis blessés, il y a des prisonniers à peine libérés, il y a des ouvriers en grève. Et voilà, il y a des cortèges essentiellement composés de préadolescents. Voilà, donc toute une série de sujets de la révolution algérienne qu'en général on n'a pas, j'allais dire pas pris au sérieux, mais dont on n'a pas vu qu'ils avaient joué un rôle central. Et c'est un autre des sujets de cette enquête et de ce livre. C'est de relire la révolution algérienne, mais aussi les résistances anti-impérialistes. Depuis les classes populaires et depuis depuis les résistances populaires, depuis la place qu'y prennent les opprimés elles eux-mêmes. Du coup, Kautar, tu peux peut-être du coup te présenter aussi et expliquer ta contribution du coup au livre par le biais de sa préface. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être à Toulouse. À chaque fois que je viens, c'est toujours rapide mais intense. Donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et d'autant plus pour accompagner modestement Mathieu à travers ce travail-là, à travers cette préface qu'il m'a proposé de réaliser. Donc comme Hugo le disait justement, je suis écrivaine et sociologue. Je travaille sur les questions qu'on dit aujourd'hui intersectionnel, et préfacer un ouvrage, c'est vraiment pas facile. Je voudrais le dire à chaque fois qu'on me demande, je dis oui, mais je voudrais dire, vous savez, c'est vraiment pas facile de préfacer un ouvrage parce que ça veut dire que c'est pas forcément sur les mots de l'auteur que le lecteur ou la lectrice va ouvrir l'ouvrage. Donc en fait, on a une espèce de responsabilité importante, à mon sens. Et voilà, j'ai essayé d'honorer cette responsabilité autant que j'ai pu à travers cette préface, et puis dire surtout ce qui m'a effectivement semblé essentiel dans ce travail-là, comme Mathieu le disait lui-même, c'est d'intervenir à cette frontière assez difficile à saisir entre ce qu'on pourrait appeler les processus d'objectivation et les processus de subjectivation, en fait. Qu'est-ce que l'on est en train de faire de nous et qu'est-ce que nous décidons de faire de ce qu'ils sont en train de faire de nous. Il y a quelque chose d'une forme de mise en abîme ou d'une forme de tentative de reprise de soi, qu'elle soit sur le plan littéraire, qu'elle soit sur le plan scientifique ou qu'elle soit a fortiori sur le plan des luttes politiques en contexte colonial ou en contexte post-colonial. Et je crois, comme le disait Mathieu, que travailler uniquement sur la question de la domination nous fait souvent manquer des choses et nous fait manquer en fait le rapport que les dominés entretiennent eux-mêmes avec la domination qu'ils éprouvent. Alors pendant longtemps, on pourrait dire on a été pris sous une sorte de joug bourdieusien où la détermination des systèmes et des existences était beaucoup plus forte que les possibilités d'autonomie et d'émancipation. Donc scientifiquement, on pourrait dire il y a une sorte de paradigme qui pousse à considérer que lorsque vous êtes dominé, eh bien vous êtes dominé, et vos marges de manœuvre sont plutôt faibles ou plutôt allant en s'affaiblissant. Et puis on pourrait dire qu'il y a une autre perspective, il y a une autre manière de voir les choses qui a plus ou moins été abordée par des chercheurs anglo-saxons et qui eux au contraire considèrent que la résistance est un art populaire et qu'elle mérite aussi d'être mise en valeur, qu'elle mérite aussi d'être dignifiée et qu'elle mérite aussi surtout de servir potentiellement de modèle pour des luttes et pour des résistances à venir. Donc il me semble que dans l'ouvrage de Mathieu, qui est une enquête au sens premier du terme, c'est-à-dire une forme d'ébranlement à la fois intime, Mathieu reviendra peut-être sur cette question, et plus général, qui met en jeu des données et des archives rares, ou en tout cas qui ont fait l'objet d'un travail de raréfaction de la part des États et de la part du groupe majoritaire. Et cette tension, elle est extrêmement importante à comprendre. On peut pas penser l'émancipation, on peut pas penser la résistance, on peut pas penser des formes d'autonomie politique, que ce soit en contexte colonial ou en contexte de colonialité comme on l'est actuellement, sans aller voir ce que des hommes et des femmes ont fait à un moment donné de leur vie. Et voilà, c'est cette tension-là sur laquelle on pourra revenir.
Merci. Alors, du coup, pour rebondir à ce que vous avez dit tous les deux, moi, je trouve que quelque chose qui est très important dans chacun de vos travaux, c'est la manière dont vous réussissez à articuler dans justement ce que tu disais, Kautar, dans le processus de subjectivation des individus et des opprimés, cette dialectique entre à la fois rapport à la quotidienneté, pratique quotidienne de résistance, forme ritualisée de rapports sociaux, ce genre de choses, et en même temps un rapport spécifique à l'événement et à la question de l'embrasement. Donc par exemple, notamment, Mathieu, tu pourras nous parler de ces épisodes de soulèvement de décembre 60. Donc voilà, la question c'est un peu comment dans vos travaux respectifs vous arrivez justement à établir cette dialectique et à chaque fois faire des espèces d'aller-retour entre la quotidienneté et l'événement dans cette constitution des subjectivités dominées. Du coup, j'en profite, je l'ai pas fait explicitement, mais du coup pour remercier chaleureusement Kautar d'avoir participé à ça. La préface, c'est un texte qui est fort, qui est puissant, qui est important, et on est tellement content de l'accueillir dans cette nouvelle édition. Alors pour répondre à ta question, Hugo, moi j'avais pas du tout prévu de me retrouver dans cette situation-là, et presque c'est un peu rassurant en fait. Du coup quand tu finis par suivre un chemin que t'avais pas prévu au début dans une démarche de recherche, bah tu dis que peut-être que la démarche elle était honnête, en tout cas t'étais prêt à te faire surprendre. Et donc moi j'arrivais sur le sujet en me disant bon, donc décembre 60 c'est 3 ans après la dite bataille d'Alger, et donc on dit dite parce que c'est les Français qui ont parlé d'une bataille, en l'occurrence quand on envoie une armée et la police avec la possibilité de torturer, de faire disparaître contre une population non armée, c'est pas exactement une bataille au sens qu'on l'entend communément. Mais donc après ce premier massacre, dans la longue histoire des massacres coloniaux, après la dite bataille d'Alger, l'armée française prétend, et a commencé à prétendre dans le monde entier, à construire cette fiction, que du coup elle a entre les mains une technologie, la contre-insurrection, donc pour le modèle français, la doctrine de guerre contre-révolutionnaire, qui serait capable d'en finir avec les ennemis intérieurs, avec les résistances populaires, avec les soulèvements, avec les mouvements révolutionnaires, etc. Et qui évidemment va intéresser les armées, les polices et les classes dirigeantes de tout le camp impérialiste occidental et pas que. Et ce mythe-là va continuer à exister jusqu'à aujourd'hui à travers ce récit sur l'excellence française en maintien de l'ordre et où bah, les modalités de la guerre contre-insurrectionnelle menée par la France au Maroc, en Indochine et industrialisée en Algérie vont être considérées comme une victoire absolue qu'aurait réussi à en finir avec le FLN en tant que tel pour l'Algérie. Et donc effectivement à la fin de cette dite bataille d'Alger, à l'automne 57, la bataille court entre janvier et septembre-octobre. La structure, les cadres du FLN dans Alger sont pas démantelés, ils sont éradiqués, ils sont massacrés. Donc oui, d'une certaine manière, envoyer une armée contre des civils, ça fonctionne. Par contre, le mythe qui dit que à ce moment-là, la résistance et la révolution algérienne sont terrassées, et ben on se rend compte, si on interroge le 11 décembre 60, que 3 ans plus tard, on a une insurrection. Et donc ce qu'on savait du 11 décembre, c'était qu'on avait une insurrection à Alger, mais dès qu'on creuse à peine, et vraiment il fallait pas chercher longtemps pour voir qu'il y avait eu une insurrection généralisée à Oran, à Constantine, dans la plupart des villes du nord de l'Algérie, mais en fait quand on va creuser, après on arrive dans les villes centrales, dans les villes du sud, dans les villages et dans les villes du sud, en fait on a des traces d'insurrection un peu partout. Et donc en fait, ce discours sur la contre-insurrection qui serait super efficace et qui aurait réussi totalement à en finir avec la résistance tient pas du tout. Et donc à partir de là, il a fallu comprendre un petit peu comment. Et donc moi, ma question de départ dans tout ça, c'était comment ça se fait que ça a dysfonctionné, avec le sous-entendu que c'est intéressant pour aujourd'hui parce que c'est une des thèses que j'essaye de développer, c'est que la contre-insurrection sert de boîte à outils, d'une des boîtes à outils principales, il y en a d'autres, mais une des boîtes à outils principales de l'ordre sécuritaire, de la société sécuritaire. Et donc en gros, si on comprend un petit peu comment elle a dysfonctionné dès le modèle original, on a des pistes.
Et donc je cherchais ça un peu dans les archives, j'ai trouvé des archives, si vous voulez je vous raconterai un peu, c'est une histoire en soi, c'est des histoires, mais j'ai aussi commencé à retrouver des témoins, des personnes qui avaient participé, et là à partir de là, en fait la problématique elle a été pas balayée mais elle a été renversée, et en fait on était de ce que décrivaient les personnes qui avaient participé ou qui avaient assisté, et là la limite est vraiment fine, voire il y en a pas. Parce que je veux dire, assister à ça, c'est y participer. Être dans la rue dans ces moments-là, c'est en faire partie. En fait, dans les récits qu'elle nous donne de ça, on voit que ça a pas du tout dysfonctionné et que ça a été saboté. Que les personnes se sont organisées, se sont auto-organisées dans un contexte où effectivement les directions politiques et militaires du FLN sont démantelées dans Alger, dans la plupart des grandes villes. C'est pas la même situation pour toutes les villes. Mais donc à un moment où il n'y a plus de cadre à proprement parler, les opprimés s'auto-organisent et débordent différents schémas. Vont déborder d'abord la répression des colons ultras, elles et eux-mêmes, les Européens d'extrême droite qui sont eux armés, balancent tout ce qu'ils peuvent sur les manifestantes et les manifestants. Et donc ça part d'objets lourds des fenêtres jusqu'à ils tirent au pistolet et des grenades aussi. Ça c'est débordé. La plupart des rassemblements et à ce moment-là c'est pas encore l'OAS, on est quelques mois avant. Il y a une organisation d'extrême droite qui réunit les ultras qui s'appelle le FAF, le Front de l'Algérie française, et qui s'est organisé pour mener de la guérilla urbaine et qui est très organisé pour ça, qui a des complicités dans la police, dans l'armée. Dans l'armée, c'est plus que des complicités, qui a des régiments entiers de parachutistes notamment avec lui, et jusqu'au sommet de l'État autour de Gaulle où il y a des complicités. Et bon voilà, tout ce déploiement-là se fait déborder par l'insurrection. Et donc avec des scènes d'ultra qui vont se réfugier dans leur quartier. Les quartiers interdits historiquement aux colonisés sont occupés et les Algériennes et les Algériens tiennent des quartiers dans lesquels jusque-là en fait y entrer sans y être autorisé, ça voulait dire se faire passer à tabac, voire se faire mettre à mort. Ils y entrent avec des drapeaux. Et les drapeaux, jusque-là, on sait aussi que sortir un drapeau algérien dans la rue à cette époque-là, c'est se faire mettre à mort. Et donc là c'est des dizaines, des centaines de drapeaux, c'est des banderoles qui appellent à l'indépendance. La police est envoyée, la police ouvre le feu, la police tue. On a des dizaines de morts dans chaque grande ville dès les premiers jours. La police est débordée, l'armée est envoyée, l'armée se fait déborder, elle demande l'autorisation d'ouvrir le feu, elle ouvre le feu, et donc ça veut dire la mitrailleuse lourde. Il y a des scènes apocalyptiques qui sont et dans les récits et dans les entretiens. Les colonisés se maintiennent, réussissent à inventer des choses pour se maintenir dans les quartiers et à continuer à les occuper. Et c'est dans ce cadre-là, c'est à ce moment-là qu'à l'ONU se discutait la question algérienne, entre guillemets, comme c'était dit. Et donc c'est dans ce cadre-là que va être arrachée une partie du droit à l'autodétermination. Voilà, des pistes pour répondre à ça. En fait, c'est le terrain, comme on dit. C'est les opprimés, c'est les participantes, c'est ces révolutionnaires inconnus qui ont transformé la problématique, qui ont transformé les questions de départ. Et ça, je vous raconterai un petit peu après si vous voulez, mais ça s'est fait notamment parce que je pense parce qu'on est sorti d'un cadre de le chercheur qui fait des entretiens sûrs, mais parce qu'on a discuté ensemble. Qu'on a mis en commun les sources auxquelles là pour le coup j'avais seul accès et qu'on a produit une analyse ensemble et voilà, et de cette analyse collective c'est devenu impossible de penser le sujet et cette séquence là sans considérer la parole, les mémoires et les pratiques concrètes des personnes qui s'étaient mises en danger et qui se sont engagées dans le mouvement révolutionnaire à ce moment-là. La question portait sur la dialectique entre les deux. Mathieu a évoqué, on pourrait dire, son livre à partir de la question du dedans. Peut-être pour ne pas aller vers des formes de redites, je pourrais parler de quelque chose de plus extérieur, de plus relatif à quelque chose qui serait par exemple l'en dehors.
Moi, je crois que ce que nous pensons, la capacité que nous avons à formuler des idées, la possibilité de nourrir des intuitions et de décider de les suivre, comme disait Mathieu au départ, elle touche bien évidemment à notre rapport au monde, elle touche bien évidemment à notre manière de nous y situer, mais je voudrais dire aussi, Mathieu en parlait quelque peu dans son propos introductif, que le rapport à l'institution universitaire, que le rapport à l'institution légitime de production de savoir et des connaissances a aussi des effets, à mon sens, absolument déterminants et essentiels sur ce que nous sommes capables de dire ou pas, sur ce que nous sommes capables de penser ou pas, sur les phénomènes d'autocensure ou au contraire des formes d'expression qui composent avec l'ordre des choses, voire qui participent à ratifier l'ordre social. Et il me semble que dans le cadre de cette dialectique entre le subjectif et l'objectif, entre le dominant et le dominé, entre ce qui empêche ou ce qui permet, la question du chercheur et la question de sa position dans l'institution, parfois même en dehors de l'institution, elle joue énormément. La capacité que l'on a à un moment donné de s'autonomiser soi-même favorise évidemment et rend d'autant plus intelligent, voire intelligible, la nécessité de penser la manière dont d'autres personnes, dans des situations de domination, dans des situations d'oppression, dans des situations d'exploitation, ont décidé à leur tour de mener ce travail-là, en fait. Donc il me semble qu'il y a une sorte de... Peut-être que l'expression d'effet miroir serait un peu excessive, mais il me semble qu'il se joue quelque chose entre le chercheur ou la chercheure et l'objet de recherche qui est absolument déterminant par rapport aux chemins qui seront pris. À partir du moment où vous vous libérez de la nécessité d'obtenir une ANR, à partir du moment où vous vous libérez de la possibilité, voire de l'obligation d'obtenir un poste, je dis libéré avec tout ce que ce terme peut avoir d'ambivalent, au sens où ici la liberté se confond avec la précarité, il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. C'est évident que tout d'un coup, il y a des chemins qui s'ouvrent, mais qui s'ouvrent en fait parce que la position que vous occupez est une position, alors on pourrait dire originale, ou on pourrait dire à la frontière, ou on pourrait dire inattendue en fait. Et il me semble que les positions, ou la position que nous occupons dans l'espace du champ intellectuel, dans l'espace du champ éditorial, avec qui nous décidons de travailler, avec qui surtout nous décidons de ne pas travailler, ce que nous acceptons de faire, de défendre, ce que nous refusons de porter. Tout ça participe en fait d'un écosystème et d'une écologie assez grande et assez complexe qui, sans entrer immédiatement dans le vif des objets de recherche eux-mêmes, dessine déjà une cartographie en fait. Et il y a des cartographies qui vous mènent quelque part, et il y a des cartographies qui vous mènent ailleurs. Et il me semble que cette situation, la manière dont nous sommes situés par notre propre histoire, par nos héritages, par nos difficultés intimes aussi, par nos traumatismes, par nos questions, mais aussi par la manière dont nous avons essayé d'en faire quelque chose sur le plan du savoir, ouvre des brèches et permet tout d'un coup de ne pas participer à la reproduction du savoir dominant, voire à la reconduction des théories dominantes de la domination, qui sont évidemment des théories dominantes à juste titre, de manière légitime. Nous y sommes sans cesse dans ces questions de domination, et en même temps, on ne peut pas accepter intellectuellement d'y demeurer. On est bien obligé de faire ce crédit que les choses se transforment, et les choses se transforment par la foi, par la force, par la volonté, par l'intelligence collective d'individus, d'hommes et de femmes qui sont des transformateurs de leur propre quotidien. Et encore une fois, comme je le disais au départ, c'est toujours très difficile d'allier ces deux éléments-là. Pierre Bourdieu, pour parler des grèves ouvrières, par exemple, dans de nombreux articles, parle souvent de miracles. Et c'est très juste, en fait, qu'il parle de miracles, puisque c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le programme bourdieusien, que tout d'un coup, une grève ouvrière
surgissent, voire réussissent. Donc c'est miraculeux à ses yeux. Pour nous, ce n'est pas miraculeux. C'est quelque chose qui met en jeu de la politique, c'est quelque chose qui met en jeu des compétences, c'est quelque chose qui met en jeu une capacité à créer des failles dans un ordre du monde absolument hégémonique, mais à partir duquel certains et certaines estiment qu'ils peuvent malgré tout dire quelque chose et qu'ils peuvent surtout malgré tout faire quelque chose. Et c'est cette tension, qui est une tension en vérité extrêmement fine, qui est parfois dans l'histoire source d'événements absolument sidérants, comme l'est typiquement ce mois de décembre 60 qui se poursuit encore un peu après. Et je voulais vous inviter à discuter sur un autre axe, pour rebondir à tout ce que tu viens de dire, Kautar, sur la question de votre méthode, c'est-à-dire la manière par laquelle vous réussissez à construire ces contre-histoires qui vont à rebours de l'histoire du pouvoir, des histoires hégémoniques, parce que je sais que vous travaillez tous les deux de manière différente. Donc quel est votre rapport justement à l'enquête, à la collecte de données, au recueil, mais aussi à l'écriture et à la restitution, et comment tout ça participe justement du façonnement de contre-histoires qui partent du point de vue dominé. Alors, moi, je pense, j'ai pas une méthode établie, quelque chose que je revendiquerais en disant c'est comme ça qu'il faut faire de la recherche en sciences sociales, c'est ça la bonne méthode, etc. J'ai l'impression que ça fait partie du travail de recherche déjà de commencer par rechercher sur soi et comme Kautar l'a dit, de savoir aussi pourquoi on s'intéresse à ça, c'est quoi notre place dans la société, c'est quoi nos contradictions avec le sujet. Et qu'après justement une démarche de recherche, ça se construit en commençant l'enquête, en commençant la pré-enquête. Alors du coup, à quel moment ça commence? En fait, c'est peut-être dans une espèce de flexibilité, quoi, d'être capable de remettre sur la table les choses, de les déplacer, de les interroger différemment à mesure qu'on comprend ou qu'on a des nouvelles informations. Et donc j'ai pas bossé du tout de la même manière sur Un seul héros, le peuple, que sur L'ennemi intérieur ou sur la domination policière. Et voilà, j'ai l'impression que dans les éléments principaux qu'il faut qu'on prenne en compte pour justement pour critiquer un travail de recherche, bon bah du coup il y a ce travail de recherche en lui-même, mais il y a le positionnement de la personne dans la société, aussi ses accès à des moyens économiques, enfin que la science c'est quelque chose qui est structuré économiquement, mais politiquement, socialement. Et l'autre, un troisième aspect important, c'est le cadre théorique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache, personne n'est en dehors d'un cadre théorique, et même les tenants du mythe d'une neutralité de la sociologie et de méthodes qui seraient purement objectives, et qui souvent en fait ces personnes-là aussi vont dire bon bah je peux à la fin me rattacher à un cadre théorique, mais au départ je pars de manière neutre. Si on fait de la sociologie des sociologues, ces choses-là ne tiennent pas. Tout le monde a un cadre théorique, et au pire, son cadre théorique, c'est de dire je suis neutre et objectif dans un monde inégalitaire, c'est-à-dire je suis du côté de la reproduction de rapports de domination, mais je vais pas vous le dire. Et donc voilà, il y a à interroger ces choses-là. Alors c'est difficile de circonscrire des cadres théoriques, mais je m'inscris et je dis nous inscrivons les gens avec qui je réfléchis, les gens avec qui je m'organise, les gens avec qui on lutte, les gens avec qui on est amis, etc. Dans quelque chose qu'on peut appeler le matérialisme critique, en tout cas quelque chose du coup qui interroge les aspects matériels des rapports de domination et qui voit les discours, les imaginaires comme des choses qu'on peut pas interroger si on les met pas en lien avec les conditions matérielles d'existence. Et critique, c'est dans le fait de se dire qu'il y a jamais rien d'établi et que toutes les configurations sociales, historiques doivent être questionnées de manière différente. Il n'y a pas un modèle qui serait le bon une fois pour toutes. Et donc voilà, tout ça pour dire que la démarche de recherche, elle-même, ça suppose de la critiquer en permanence et d'être prêt à la reprendre.
Et donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'arrivais avec une question de départ, une problématique qui était le dysfonctionnement de la contre-insurrection. Et ça a été balayé très rapidement parce qu'en fait, les témoins dans ce qu'ils m'ont raconté, m'ont montré que, en fait, non, des gens s'étaient organisés clairement, s'étaient mis en danger, avaient une compréhension politique de ce qu'ils faisaient, etc. Et donc voilà, dans ce schéma général, c'est pareil. Enfin, tout à l'heure, je disais il y a des structures économiques, mais effectivement, en fait, quand on a des gros moyens économiques, ça va permettre de faire des choses, et pas forcément des choses bien non plus, parce que des fois, quand on n'a pas de moyens économiques, on est obligé d'inventer des manières de passer, trouver des raccourcis, trouver des fenêtres ouvertes, etc. Et mais d'un point de vue général, je dirais, si on a le temps, il faut aller chercher des sources partout, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait dans la domination policière plus que dans l'ennemi intérieur, et encore plus dans Un seul héros, le peuple, où d'une certaine manière, à part les témoignages où ça a pris du temps, mais en fait en termes de, vu qu'il n'y avait pas grand chose, quasiment rien en termes de bibliographie, ça pour le coup ça a été assez rapide. Enfin bon, après il faut évidemment avoir lu tous les ouvrages importants et l'historiographie critique sur la révolution algérienne et sur l'impérialisme, etc., des choses comme ça. Mais je veux dire, sur décembre 60 en tant que tel, il n'y avait pas grand chose. Il y avait des archives, dont une partie accessible, une partie d'ailleurs qui ne le sont plus. Ça c'est pareil, c'est un sujet en soi. Si vous voulez qu'on en discute, on peut le prendre un petit peu après. Donc voilà, j'ai été chercher dans les archives, le service historique de l'armée de terre à Vincennes, les archives nationales de l'outre-mer à Aix, la BDIC à Nanterre pour le chat à Vincennes, c'est armée de terre. Les ANOM, c'est plutôt des archives administratives et toutes les archives d'action psychologique et des sections administratives urbaines, ces choses-là. À la BDIC à Nanterre, c'était toute la presse de l'époque. Et il y a énormément de choses dans la presse, notamment parce qu'aussi les archives militaires, il faut, on dit les faire parler, mais en fait il faut surtout apprendre à se méfier. Il faut lire entre les lignes, il faut filtrer, il faut trier, parce que c'est des niveaux de langage dans lesquels il y a plein de choses il y a des stratégies derrière les modes d'écriture des archives militaires. Et puis j'ai croisé ça avec le plus de témoignages possible que je pouvais récupérer. Et donc ça veut dire aller au devant des personnes qui ont pu y participer. Ça veut dire demander à toutes les personnes qu'on croise, qui ont un lien avec l'Algérie, où était ta tante en 60, où était ton grand-père et ton voisin, etc. Et bon, dans ça, j'ai fait un choix qu'on peut questionner de manière scientifique et politique. J'ai été chercher des témoignages que d'Algériens et d'Algériennes. Et je nie pas que c'est intéressant d'avoir le témoignage des Européens sur ça, des colons, des militaires, etc. Justement pour penser à avoir toutes les pièces du puzzle. Là, j'ai un parti pris de regarder un massacre d'État et une victoire populaire depuis celles et ceux qui l'ont subi et celles et ceux qui s'y sont confrontés et qui l'ont débordé. Et ouais, je pense que ça se défend aussi, mais je suis pas en train de dire que c'est le seul moyen de faire. Et de toute façon, il y a une infinité de manières d'enquêter sur un terrain. Et voilà. Et puis les témoignages, il y en a pas deux pareil. Il y a des personnes qui se souviennent bien, d'autres non. Chaque personne est une perspective, c'est-à-dire tout objet, toute réalité sociale, on la regarde depuis où on est positionné. Donc il y a des choses, on est sincère, mais on a pu voir que telle chose. Il y a des hommes qui m'ont dit ah non, mais dans les cortèges à Mostaganem, il y avait pas de femmes. Et bon, et c'est pas des menteurs. Et eux, ils sont sortis à un moment à un moment où il y avait que des hommes dans telle rue, etc. Bon, par contre, si on fait la démarche, et là, effectivement, il y a quelque chose de volontarisme, mais ce volontarisme, il a été, encore une fois, il a été porté par de la réflexion collective. C'est parce que je suis accompagné par des camarades féministes qui montrent ça en permanence, la nécessité d'aller recueillir la parole et la pratique des femmes dans les mouvements révolutionnaires, que du coup, là, on se dit, il faut le faire, il faut y aller. Et que là, du coup, c'est plus galère, effectivement, d'aller rencontrer des Algériennes de 65, 70 ans, de leur proposer de raconter, etc. Et en fait, en le faisant, on se rend compte que autant que les hommes, il y a pas eu de problème. En fait, la plupart des personnes à qui j'ai proposé de raconter étaient très contentes de raconter, et les femmes aussi. Mais sauf que par exemple, la différence avec les hommes, c'est que quand on lance le sujet dans une discussion, d'elles-mêmes, elles vont pas forcément dire viens, on se revoit mercredi, je te raconte tout ce que je sais sur le sujet, et viens, on va boire un pot et tout ça, etc. Et que du coup, ça veut dire qu'il faut décider que c'est important, et donc y donner du temps et donner de la place à tout ça.
Et là, effectivement, on a donc je dis les femmes, mais en fait c'était aussi les adolescents. Du côté algérien, à chaque fois on dit les enfants. Bon, les manifs d'enfants, c'était quand même pas des manifs. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'enfants de 6-8 ans. C'est les enfants au sens algérien, du coup des 10-15 ans. Même s'il y a un peu des moins de 10 ans, mais les cortèges d'enfants dont on parle, c'est des cortèges de préadolescents et d'adolescents au sens d'ici. De toute façon, la plupart des hommes et des femmes avec qui j'ai pu parler étaient forcément adolescents à l'époque. J'ai travaillé entre 2012 et 2018. Voilà, donc ça croisait ces choses-là. Mais encore une fois, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, on a d'autres choses à raconter sur un processus révolutionnaire, sur la répression, sur la domination coloniale, et ce qui est aussi légitime de savoir ce qu'en pense un moudjahid, de ce qu'en pense une direction politique ou militaire, etc. Mais en tout cas, on a vu les choses, on a vu d'autres choses, d'autres perspectives, on a participé à d'autres choses. Et voilà. Et donc, quand on se rend compte de ça aussi, il faut encore changer la méthodologie. Ça veut dire qu'il faut douter en permanence et être prêt à faire évoluer les choses et à donner encore plus de place à ça. Parce que à mesure que du coup, on m'offrait des récits encore plus marginalisés, donc d'enfants, de femmes, de maquisards blessés, d'ouvriers en grève. Plus je voyais que le terrain, plus la séquence était tellement plus complexe que ce qu'on nous en avait dit, et on avait réduit ça, comme je vous l'ai dit, à une manifestation géante à Alger. Et en fait, à partir de là, on se rend compte que en fait, on n'est pas juste dans le cadre de débordements de rue avec des manifestations géantes, mais que en fait, il y a des cantines populaires qui sont organisées, qu'il y a des centres de soins clandestins, et que même, en fait, d'une certaine manière, c'est les premiers hôpitaux par des Algériens pour des Algériens, et que à l'intérieur de ça, il y a des militants FLN, mais qui sont plus des cadres, qui sont des militants de base, qui se sont auto-formés, mais que tout ça est le fruit d'un processus d'auto-organisation populaire dans lequel il n'y a pas de cadre. Il y a des gens qui sont devenus, par leur engagement au quotidien, des militantes et des militants révolutionnaires. Voilà, en fait, tout ça vient rebousculer les questions de départ, les manières de les aborder. On se dit, il faut que les entretiens aient encore plus de place que les archives. Il faut il faut trouver des manières de les restituer, de les partager, parce que c'est que des trésors. C'est pas la même chose que des archives auxquelles, en théorie, on est censé pouvoir avoir accès après. J'avais pas prévu qu'il y en ait une partie qui serait fermée, mais en tout cas on peut mettre sur internet, etc. Voilà. Et ça vient questionner les restitutions, c'est-à-dire comment on partage tout ça. Peut-être ce sera dans les questions plus tard. Et voilà. Oui, sur les questions de méthode, c'est une vraie gageure de réussir à y répondre. Pour ma part, avec le temps, maintenant, je ne sais plus vraiment quelle est ma méthode de travail. Disons que parce que je me situe au carrefour de plusieurs espaces de production de contenu, je réfléchis peut-être plus en termes d'écriture. Quelle est l'écriture qui, pour développer cette idée-là, sera la plus intéressante? Parfois de manière complètement docile et j'allais dire soumise, mais je participe au travail de reproduction du travail académique, puisqu'il peut m'arriver de soumettre des textes à des revues généralistes de rang A, comme on dit, pour que mon travail y figure. Mais c'est un certain type de travail qui me semble important à porter dans ce type de revues, qui ne sont pas forcément des revues particulièrement ouvertes ou sensibles à la question raciale, par exemple. Donc souvent, je m'auto-missionne de manière plus ou moins consciente pour réussir à placer dans des endroits où a priori ces textes n'ont pas leur place, des textes qui parlent de ça justement, qui parlent de la question raciale, qui parlent de la question intersectionnelle, qui parlent de la question coloniale, postcoloniale, qui redessinent quelque chose d'une visée impérialiste. Il y a un deuxième type d'écriture qui est un type d'écriture tantôt collectif, tantôt plus individuel, mais dont la portée est toujours malgré tout largement dominée par une forme de nous, qui est ce que je pourrais appeler des textes d'intervention en fait, qui sont plus directement tournés vers
une question actuelle dans le cadre du débat public, par exemple. Et ça, moi, c'est des choses que j'aime vraiment faire. J'essaye d'équilibrer ça avec les articles académiques, de passer d'un article de 40 pages à un article de 1 page et demie, 2 pages. C'est un vrai exercice intellectuel que de passer d'une manière d'écrire à l'autre. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens parce que la question du débat public, comme on le sait, elle est complètement dominée par des intérêts qui nous dépassent et sur lesquels on réussit pas à avoir prise. Et encore une fois, l'objectif, c'est de réussir à faire entendre dans des espaces qui sont parfois complètement sourds à ces questions-là, quelque chose d'un autre point de vue, quelque chose d'une autre manière de traiter les choses. Alors je ne me fais aucune illusion sur la question de l'efficacité ou sur la question des potentialités transformatrices que ces textes auront. Mais en même temps, comme je suis plus intéressée par l'écriture pour les conséquences qu'elle peut avoir que par l'écriture elle-même, je suis toujours dans cette tentation de me dire il faut le faire, il faut essayer de le faire, il faut essayer de le porter, il faut essayer de le placer, il faut insister, il faut recommencer, il faut réécrire à nouveau. Et c'est pour moi quelque chose d'important parce que ça permet aussi d'une manière ou d'une autre de faire circuler quelque chose qui, à mon sens, doit relever d'une forme de savoir public en fait. Nous devrions tous, dans une société démocratique, être plus ou moins capables spontanément de comprendre ou d'expliquer ou de savoir ce à quoi renverrait quelque chose que l'on nommerait domination masculine ou qu'on nommerait racialisation, etc. Alors c'est des choses qui commencent de plus en plus à circuler, mais il est évident que ces savoirs doivent de plus en plus être entre les mains de chacun et de chacune pour que ces savoirs-là puissent constituer une grille de lecture naturelle ou devenue naturelle face à des événements que nous vivons, face à des discours qui sont tenus, face à des politiques qui sont menées, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une forme d'armement symbolique qui permet de fournir des types de décryptage et qui participe d'une manière ou d'une autre du travail de vulgarisation. L'université s'adore elle-même, l'université adore son propre sein, et l'université est très orgueilleuse et très méprisante par rapport à tout ce qui l'entoure. Mais il me semble que ce qui entoure l'université est encore plus important que ce qui s'y passe à l'intérieur, puisqu'on n'est pas sur des logiques de poste, on n'est pas sur des logiques de financement d'ANR, on n'est pas sur des logiques de titularisation, même si j'entends que pour des personnes ce sont des choses qui peuvent être importantes, mais ailleurs il y a des questions de vie ou de mort, il y a des questions de personnes qui dorment sous des tentes, il y a des questions de lois islamophobes qui sont votées de manière transpartisane à l'Assemblée et au Sénat, il y a des formes de démultiplication de l'extrême droite absolument partout, et les présidentielles en ont été un exemple. Voilà, donc tout ça est extrêmement important pour moi et ne doit absolument pas être déconnecté de l'université, même si l'université fait absolument tout pour être déconnectée de cette chose-là, et même si en plus elle y participe pleinement. Et il y a un troisième type de textes qui sont dans mon cas des textes d'ordre littéraire, où je cherche à sensibiliser d'une manière plus affective, plus sensible, et avec l'idée que c'est important de retrouver... Alors j'aime pas beaucoup les questions de représentation, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup dominé à une certaine époque, il faut de la représentation, etc. Mais à force de vouloir de la représentation, voilà, on se retrouve simplement avec des personnes racisées à des postes de pouvoir qui portent des discours racistes, donc bon, c'est pas vraiment une avancée politique, donc voilà, les questions de représentation littéraire, c'est pas exactement comme ça que j'appréhende les choses, mais ça me semble important de faire entendre d'autres discours, et par rapport à la question autobiographique, typiquement, la position hégémonique qui est tenue par Annie Ernaux est complètement légitime et belle et forte, mais en même temps, elle se déroule dans un cadre de confort national, de confort racial, et c'était extrêmement important pour moi de rapporter ce que serait ou ce qu'est l'expérience non blanche de l'écriture littéraire, ce qu'est l'expérience non blanche et genrée de l'exercice intellectuel,
etc., etc. Pour revenir encore une fois sur cette question de qui participe à la vie intellectuelle, qui est reconnu comme participant ou pas. Et c'est pas une histoire de personnalité reconnue à qui on donnera plus tard des noms de place ou des noms de rue, mais c'est vraiment pour la question des savoirs qui sont portés, puisque les expériences qui sont vécues par les chercheurs et par les figures militantes ou révolutionnaires ont évidemment un lien très fort entre quelque chose qui relève du scientifique et quelque chose qui relève de l'autobiographique ou du biographique. En tout cas, c'est ma conviction que les trajectoires scientifiques connaissent des formes de rupture, connaissent des formes d'inflexion, connaissent des formes de transformation paradigmatique ou théorique qui proviennent fondamentalement de ce que nous vivons et de ce que nous ressentons. Donc la question du corps, par exemple, elle est centrale. Les chercheurs ont des corps qui ont besoin de vivre et qui sont éprouvés dans ce qu'ils vivent parfois. Donc ça, c'est extrêmement important dans mon cas, en tout cas dans l'expérience qui est la mienne, de préciser que la question de la méthode n'est plus très centrale, mais que j'essaye davantage de réfléchir en termes de type d'écriture à développer et de cibles à atteindre. Donc merci à tous les deux, je vois que le temps file un peu, donc je vais lancer un dernier thème qui peut-être pourra infuser la discussion avec tout le monde par la suite. Donc je vais vous demander d'y répondre assez brièvement cette fois. Non pas que c'était inintéressant, mais c'est juste que on m'a dit 45 minutes. Du coup, moi je trouve qu'un des grands apports de travaux tels que le tien, Mathieu, de ces socio-histoires, c'est de réussir à faire le lien entre la situation passée et l'actualité, notamment l'actualité des luttes. C'est notamment de cette très belle manière, Kautar, que je sais que tu as intitulé ta préface. Tu dis voir notre passé et comprendre notre présent. Du coup, je voulais vous lancer là-dessus et du coup, vous écoutez toutes et tous par la suite sur voilà, comment aujourd'hui peut-on penser justement le débordement des formes de pouvoir hégémoniques, comment dépasser et déborder l'ordre raciste, l'ordre sécuritaire et endocolonial aujourd'hui en France, et surtout du coup non pas que je vais vous demander un manuel de comment faire, mais plutôt dans quelle direction porter notre regard. Vous, quelles sont les pistes que vous pouvez inviter les gens qui nous écoutent aujourd'hui à regarder, à interroger et puis à questionner? Bon, tu l'as dit et du coup on va le régler d'un coup, mais c'est la même chose que sur la méthodologie, etc. Et évidemment, je nous engage toutes et tous à pas croire quelqu'un qui nous dirait c'est ça la manière de se libérer et c'est ça la manière de faire la révolution, etc. De toute évidence, ça peut que se construire collectivement et par en bas et depuis les luttes et et notamment par les personnes qui se mettent en danger en le faisant. C'est-à-dire on peut pas choisir une stratégie, une tactique si on n'est pas celles et ceux qui vont devoir en subir les conséquences aussi. Voilà, mais c'est le présupposé de ce travail de recherche, c'est qu'il y a notamment dans cette séquence dans cette victoire populaire et dans cette séquence de sabotage de la contre-insurrection des pistes pour réfléchir aujourd'hui. C'est un peu même la proposition de la socio-histoire en général, hein, d'analyser le passé pour voir déjà ce qui en continue jusqu'à aujourd'hui, mais pour transformer le monde dans lequel on vit. Et du coup, peut-être de manière un peu paradoxale, mais des fois je me suis retrouvé dans une position avec le livre, à ce que peut-être il y a des personnes qui avaient cru que je disais que qu'on y arriverait avec des insurrections spontanées comme ça. Et l'enjeu du livre, elle est justement de dire, parce que du côté algérien, en fait, face au récit d'État, qui est celui de dire, en gros, le FLN a exhorté les masses populaires à se lever ce jour-là, qui est faux. Du coup, il y a une réponse un peu qui est de dire ça a été spontané. Mais ce spontané, il veut dire pas organisé par une hiérarchie. Il veut pas dire que c'est tombé du ciel. Et c'est justement toute la problématique du livre et qui est apportée par les témoignages, qui est d'essayer de comprendre, alors, un soulèvement généralisé de ce type-là, qui réussit à se rendre plus qu'ingouvernable, incontrôlable, il tombe pas du ciel, donc d'où il vient, et donc les pistes pour aller chercher, mais ces pistes elles sont apportées par les entretiens elles-mêmes, c'est que ça vient de la longue histoire des résistances populaires et justement de tout ce que un courant qu'on appelle l'anthropologie anarchiste aux États-Unis appelle l'infrapolitique, c'est-à-dire des contextes, des
des espaces-temps dans lesquels il y a de la résistance, il y a du politique, mais qui en général sont pas considérés comme politiques. Et alors évidemment les luttes et les résistances des femmes des classes populaires, mais aussi la poésie, la chanson, le foot, pour l'histoire j'allais dire pour l'histoire de l'Algérie, mais pour l'histoire de toutes les classes populaires un peu partout autour de la planète. En tout cas le sport, les activités sportives en général. Bon voilà, toute une série de territoires dans lesquels on considère que finalement les choses seraient pas si politiques que ça, ou elles le seraient mais à la marge, etc. Et où en fait, quand on veut bien les regarder sérieusement, on voit que dans le scoutisme aussi en Algérie, dans tous ces espaces-là, en fait, ils se transmettent des choses, des savoirs, des analyses, des manières de s'organiser, des pratiques, les jeux des enfants dans la rue. Les enfants dans les quartiers musulmans en Algérie à cette époque-là, ils jouent pas à n'importe quel jeu. Bon voilà, et que tout ça a du sens et que ça participe de la formation d'un ou d'une résistante, puis d'un ou d'une révolutionnaire. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il faut lire du coup nos pratiques d'auto-organisation, de résistance sur du temps très très long. C'est ce que nous rappelaient les apatistes l'année dernière pendant le voyage pour la vie, où eux réfléchissent sur 400 ans d'oppression et de résistance. Et voilà. Mais du coup, donc je disais par rapport au truc paradoxal, moi je suis pas en train de dire que ça pourrait se faire sans alors je sais pas s'il faut dire un mouvement révolutionnaire, une organisation révolutionnaire, de l'organisation révolutionnaire. Ça, je pense que c'est aux exploités, aux opprimés, aux dominés de trancher, de savoir comment ils veulent s'organiser. Mais en tout cas, il nous faut au moins de l'organisation, si ce n'est une ou des organisations. Il nous faut des appareils qui nous donnent de la force pour rompre les systèmes économiques, politiques, sociaux. Ils vont pas s'effondrer d'eux-mêmes, c'est évident. On voit qu'ils se rétablissent de chaque crise qu'ils produisent eux-mêmes. S'ils sont pas attaqués, s'ils sont pas sabotés, ils se rétablissent, notamment parce que c'est des rapports sociaux. Donc si on ne transforme pas les rapports sociaux qui y a à la base de tout ça, les dominants retrouvent des moyens de continuer à dominer. On voit les histoires de ce qui s'est passé dans le confinement, etc., et où on en est aujourd'hui là dans ce monde d'après, on le voit très bien. Et voilà. Et peut-être une des autres pistes, je crois que Kautar d'ailleurs nous a donné déjà, et qui est arrivé au centre de cette enquête et de ce livre depuis les entretiens et depuis les participantes, c'est la question du corps. Et où là pareil, j'avais pas du tout, c'est des choses qui m'intéressaient, mais j'avais pas du tout prévu qu'il allait falloir travailler sur ça. Et en fait, toutes les personnes qui racontent décembre 60 parlent d'avoir eu l'impression de participer d'un corps commun, parlent de transe collective, parlent d'un délire collectif qui aurait fait émerger un peuple fleuve. Et on a vraiment des choses entre des personnes qui se connaissent pas dans différentes villes, qui racontent ces choses-là, qui utilisent ces métaphores-là régulièrement, et qui disent qu'à ce moment-là, ce qu'elles appellent le peuple était devenu incontrôlable. C'était impossible de le réprimer. C'était impossible de le renvoyer dans ces quartiers et d'arrêter le processus révolutionnaire. Et la fin de tout ce projet de recherche, on était en 2018, c'était amorçage des Gilets jaunes, et on s'est retrouvé dans des configurations, dans des moments de rue, à être des milliers dans la rue, à raisonner, à avoir une colère collective, de la joie, de l'espoir, un vécu commun, des expériences différentes, et puis des sensations des fois de se sentir une puissance qui est capable de déplacer les choses dans l'histoire. Et donc voilà, encore une fois, les configurations sociales et historiques, elles sont toutes différentes, mais il y a sans doute là des pistes pour réfléchir. Oui, tu as déjà évoqué des points importants. Peut-être que pour, oui, effectivement, une perspective un peu plus contemporaine, je crois que c'est important d'être à la fois sur des questions individuelles, même si l'individuel n'est pas forcément l'individualisme, au sens où la question de la nécessité de chacun de prendre sa part, en fait. Je sais que ça réfère souvent à des formes de métaphores un peu simplettes ou simplistes, mais moi c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Je crois que chacun en son âme et conscience peut parfois se demander si ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu est acceptable.
est-ce que ce qu'on vit c'est acceptable? Est-ce que ces salaires c'est normal? Est-ce que cet état de l'université française c'est normal? Est-ce que cet état de l'hôpital public c'est normal? Est-ce que ces crimes policiers, etc., etc. Je crois que ça c'est quelque chose d'extrêmement important à faire, et ce travail de conscientisation et ce travail de politisation de soi et de politisation de son propre vécu, il est absolument incontournable. C'est à partir du moment où tout d'un coup vous gagnez en lucidité. Souvent on gagne en lucidité après un traumatisme, après une rupture biographique, après quelque chose qui nous est arrivé auquel on ne s'attendait pas du tout. Et tout d'un coup la Terre à nos yeux n'est plus tout à fait ronde en fait. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Et je crois que ces transformations, que ces ruptures, que ces formes de douleur, elles ne sont absolument pas liées à ce que nous sommes ou à nos compétences ou à nos incompétences, mais elles sont profondément inscrites dans un ordre qui nous dépasse, des forces structurelles qui sont extrêmement difficiles. Il fait chaud, et ça c'est quelque chose auquel moi je crois beaucoup en fait. C'est la capacité tout d'un coup de se connecter et de rejoindre des collectifs qui donnent un sens, qui donnent une signification à des expériences que nous avons vécues ou à des expériences dont nous avons entendu parler, et qui ne gagnent en importance qu'à partir du moment où on les réinscrit dans l'environnement politique ou dans le cadre politique qui les a vus naître. Donc ça veut dire être aussi d'une manière ou d'une autre extrêmement attentif à tout ce qui se fait, même si ce qui se fait par rapport aux milliards possédés par de riches personnes qui ont la main mise sur les journaux, sur les médias, etc. Tout ça peut paraître absolument rien. Ça peut, après tout, ils ont le pouvoir, et nous sommes dans quelque chose d'autre, dans une quête de puissance, dans une quête d'émancipation, etc. Mais je crois que chacun doit, comme je le disais au départ, prendre sa part et se rendre compte qu'il a quelque chose entre les mains qui peut faire advenir une forme de transformation. Et cette transformation, elle doit absolument être mise au compte d'une organisation, d'une mobilisation, d'une manifestation, d'une grève générale ou dans une tentative de généralisation. Et ça, c'est fondamental. On n'est plus aujourd'hui dans quelque chose tel que le décrit Mathieu par rapport à ce mois de décembre 1960. Les choses ont changé. Le pouvoir s'est diffusé, les choses sont... L'entrée de la technologie a modifié beaucoup de choses, la virtualisation du pouvoir qui pèse sur nous a modifié les rapports sociaux. Donc c'est extrêmement important qu'on reste, qu'on demeure ou qu'on tente de demeurer du côté de la matière, du côté du matérialisme, du côté de l'expérience tangible, parce que tout ça produit des effets tangibles. Certaines personnes vivent, d'autres personnes meurent, certaines personnes vivent très bien, d'autres personnes vivent très mal, et tout ça répond à des conditions et à des relations. On a besoin que certaines personnes vivent très mal pour que certaines personnes vivent très bien. Et c'est bien cette relation inégalitaire qui est à penser et qui est à briser de toutes les manières possibles. Donc il faut absolument tout faire, autant que nous pouvons. Merci beaucoup à tous les deux. Du coup, je vais vous inviter toutes et tous à contribuer à la discussion. Si vous avez des questions ou ne serait-ce qu'une intervention, on va faire passer un micro. Bonjour à tous les deux. Déjà, je suis très contente d'être venue vous écouter ce soir. Ça m'a fait beaucoup de bien à titre personnel, donc merci beaucoup. J'avais une question pour Mathieu Rigouste sur justement votre méthode. Est-ce que le fait d'être chercheur indépendant, en tout cas en dehors de l'université, à ce moment-là, pour ce projet-là, a pu vous freiner, ne serait-ce que d'un point de vue administratif, dans l'accès aux archives? Enfin, vous parliez d'archives qui avaient été fermées. Est-ce que c'était qu'elles vous ont été l'accès vous a été refusé ou que ces archives ne sont pas accessibles? Et deuxième petite question, est-ce que les entretiens que vous avez menés en Algérie étaient des entretiens que vous avez menés en français ou en arabe? Et pourquoi?
Alors, pour les archives, donc le fait d'être chercheur indépendant, donc je vous redis, l'indépendance, ça veut surtout dire précaire, mais qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, on a de compte à rendre à personne. Donc il y a des choses qui sont contradictoires, mais il y a du possible aussi dans ça, quoi. Et justement, en fait, c'est intéressant de questionner à ces accès aux archives parce qu'en fait, il y a pas mal de salles d'archives qui sont accessibles à des gens qui sont pas en 3e cycle et ou qui sont pas chercheurs en poste. Et mais de toute façon, il y a même pas besoin parce qu'en fait, on est socialisé à avoir peur des archives, mais surtout qui a le temps quand t'as bossé, etc. D'aller aux archives. Enfin, je veux dire, il y a que des chercheurs en poste ou des étudiants qui ont le temps et les moyens pour ça. Mais bon, les archives à Aix et même de l'armée de terre à Vincennes sont accessibles. Même sans être en 3e cycle, c'est-à-dire que vous pouvez aller les consulter. Et donc voilà, ça, on peut le faire. Ça sert pas à grand chose de le dire en l'air. En fait, ça veut dire, c'est un peu ça que j'essayais de lancer tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un enjeu à ce que dans les luttes, on s'organise collectivement pour mener de la recherche critique par en bas et depuis les luttes, parce que c'est sûr que si on s'aménage pas des moyens de, je sais pas quoi, de faire garder les gosses, bon, en tout cas d'avoir du temps et des moyens pour aller aux archives, c'est évidemment tu vas pas le faire même si l'accès est pas interdit. Voilà. Donc après dans les archives il y a des choses qui étaient accessibles, dans lesquelles il y avait vraiment plein de choses intéressantes. Il y en a une partie que j'ai commencé à mettre sur le site. Je vous ai pas dit ça en fait depuis le début, mais le projet il était en 3 temps. Donc il y avait un livre, un film et un site. Et donc sur ce site on retrouve certaines archives, ce que j'ai pu uploader. On retrouve des entretiens aussi. On retrouve le film qui est en accès à prix libre, dont la gratuité. Et voilà. Et du coup, par exemple, on retrouve aussi des entretiens complets avec les personnes que vous voyez dans le film ou qu'on retrouve dans le livre. Et ben là, on est en train de monter en entier parce que les entretiens en général ont duré plusieurs heures. Des fois, on s'est vu plusieurs fois et donc les personnes racontaient aussi la vie post-indépendance et donc ce que ça veut dire de continuer à vivre dans l'Algérie post-indépendance. Et ces paroles-là, c'est pareil, c'est des trésors, donc il faut qu'on puisse les partager. C'est un peu ça le sous-entendu aussi, hein, c'est de dire que les archives de quel droit on les laisserait aux États et aux classes dominantes. En fait, elles appartiennent aux classes populaires. L'idée, c'est de faire sauter même l'idée de propriété privée autour des archives. En tout cas, ça veut dire des luttes. Et effectivement, c'est vrai que c'est un peu, c'est même pas la dernière roue du carrosse. Enfin, je veux dire, la question des archives, c'est très très marginalisé dans les luttes. Et là, par exemple, l'accès aux archives, notamment de la guerre d'Algérie, mais pas seulement. Si on laisse les historiens et les historiennes seuls dans cette lutte-là pour la réouverture, parce que du coup elles ont été fermées sous Macron. Il y avait déjà eu il y avait déjà un mouvement de fermeture sous Chirac qui a été bon bref, c'est du temps long. Mais en tout cas, il y a un enjeu à ce qu'il y ait du rapport de force derrière si on veut faire rouvrir ces archives et puis si on veut les faire ouvrir toutes et puis si on veut arriver à créer, je sais pas, une forme d'autogestion collective et populaire des archives pour créer de l'histoire critique. Il faut s'en emparer. Et donc voilà à peu près pour les archives. Si vous voulez, je vous raconte un petit peu comment ça a été fermé, mais j'ai peur qu'on perde un peu du temps sur ça ou on en discute après. Et l'autre partie de la question, c'était... Ah ouais, non, je les ai menés en français. Désolé, je parle vraiment pas bien arabe. Et mais du coup, c'est une question qui est importante aussi, c'est-à-dire que peut-être je vais vous en dire un peu plus sur comment j'ai mené les entretiens parce que je pense que c'est intéressant. Mais de toute évidence, je vais le prendre dans l'autre sens. Donc disons, je pense que si je m'étais pointé comme un sociologue de l'université française avec des moyens et puis pour tourner les entretiens, donc ça veut dire avec un caméraman, un perchman, toute une équipe de gens qui débarquent en Algérie chez les gens pour parler donc de choses qui touchent à des crimes d'État, des violences, à des tortures, etc., des choses comme ça, même si aussi il y a les questions des victoires. Effectivement, les entretiens, ils n'auraient pas eu cette forme-là et qu'il y a des choses extraordinaires qui ont été dites parce qu'on n'a pas fait semblant de cette mise en scène qu'en début de fac de sciences sociales on nous apprend et qui est la neutralité axiologique, où en général après on apprend un peu plus qu'il faut en prendre distance et puis tu te retrouves en thèse et au dernier moment on te réexplique que ah ouais non mais en fait quand même ce serait bien la neutralité et bon ça dépend des facs et des directeurs, etc., quoi. Mais en tout cas là, ce cadre-là, moi, je l'avais déjà arrêté de le respecter avant. Mais le fait de l'avoir fait sauter complètement, en fait, ça a permis réellement de se rencontrer avec des gens et pas être dans ce que je vous disais un petit peu au début, c'est que
l'entretien sociologique, si tu le politises pas, si tu le questionnes pas, voire si tu le sabotes pas, il se pose comme un rapport de domination en tant que tel. Il y a celui qui sait et qui vient étudier l'autre, qui va restituer sa parole, qui a tout pouvoir dessus sur comment il va la restituer, etc. Et la personne investit le chercheur ou la chercheuse d'un pouvoir de diffuser sa parole, bon, des choses comme ça. Et donc là, j'ai fait l'inverse, en fait, j'ai raconté ce que je pensais du sujet, j'ai parlé de ma généalogie, on n'en a pas discuté, donc moi j'ai une expérience blanche en France, mais je suis d'une famille juive algérienne, c'est-à-dire une famille qui a été colonisée, qui a subi le colonialisme français, puis l'antisémitisme de l'État français par la suite, et donc il y a une contradiction forte parce que moi si je raconte pas ça en France, j'ai une expérience blanche, c'est-à-dire les portes continuent à s'ouvrir de manière automatique comme pour les blancs en général, quoi. Mais c'est une complexité. Et donc par exemple quand tu dis à un Algérien que ta mère et tes grands-parents sont des juifs algériens, en général on dit mahbeb et kroya, tu vois. Et là on est déjà dans quelque chose de différent. Donc j'ai assumé ça. Je pense pas que ce soit le truc fondamental parce qu'en vérité, on le saura jamais en vérité, mais bon, je l'ai assumé. Et il y a un autre truc qui me semble un peu plus important en tout cas, c'est que j'ai assumé un truc de tendresse pour le sujet, et des trucs où en fait là direct. En fait, déjà de toute façon, si tu parles de la révolution algérienne avec quelqu'un, déjà si tu dis révolution algérienne plutôt que guerre d'Algérie ou quoi, en fait, on sait directement, il y a pas de neutralité possible. On sait si t'es du côté de l'impérialisme français ou si t'es du côté de la révolution, quoi. Et donc ces trucs-là, je les ai assumés du début à la fin, quoi. C'est-à-dire que les gens que je rencontrais savaient déjà que j'étais déjà forcément l'ami d'un ami ou l'ami d'un petit cousin ou etc. Et qu'on avait déjà eu ces discussions-là. Donc là on a cassé tout le cadre de la neutralité axiologique, et le truc c'est un espèce de truc que j'essaie d'appeler enquête populaire, mais en tout cas c'est je racontais aux personnes ce que j'avais trouvé dans les archives, ce que les autres témoins me racontaient, où j'en étais de mes hypothèses, l'espèce de modèle que je voyais émerger, et du coup ça a évolué en permanence comme ça en discutant avec les personnes. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez vécu, toi qu'est-ce que t'en penses, et donc des personnes te donnent d'autres manières de lire les choses, elles aussi elles vont prendre des choses pour elles, parce que la plupart des personnes de tout ça, elles en avaient vu justement leur perspective, c'est-à-dire ah oui il y avait un autre jour dans une autre ville, mais il y a pas grand monde qui avait perçu que ça avait duré quasiment un mois, ça va jusqu'au 6 janvier 61 à Tiaret, et que ça avait traversé tout le pays. Donc voilà, là quelque chose qui est de l'ordre de l'analyse collective, de réfléchir ensemble. Et donc tout ça pour en venir à votre question, et effectivement, donc ça a donné de la richesse d'entretien, mais effectivement, on aura des choses encore plus riches et encore plus complexes s'ils étaient menés en arabe et s'ils étaient menés par des Algériennes ou des personnes d'origine algérienne ou des femmes arabes, je sais pas. En tout cas, il y a des choses encore qui forcément se sont pas dites. Voilà, de ce fait-là, et encore plus en Darja, et etc. Voilà. Ça peut être une question pour vous deux. En plus, là, tu parles par exemple de tendresse vis-à-vis de ton sujet. Tu as utilisé plusieurs fois le mot débordement. Et moi, je me demande, quand tu es à cet endroit-là d'une recherche que tu découvres, comment tu fais pour pas te laisser déborder émotionnellement par tout ce que tu es en train d'accueillir, par tout ce que tu es en train de recueillir. Enfin, émotionnellement, ça fait quoi pour toi, Mathieu Rigouste, qui est chercheur, mais qui est aussi Mathieu, du coup, à cet endroit-là? Est-ce que je suis assez claire sur ma question? Ouais, on parle émotion. Merci. Ouais, c'est très clair. Moi, j'ai pas eu l'impression des moments d'être débordé. Je pense que j'ai eu un problème dans les premières années de recherche où j'étais fasciné un peu. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est compliqué parce qu'en fait, la recherche, elle nous remet toujours dans une espèce d'extériorité avec des choses que des fois on vit. Et parce que justement on pense à partir de différents terrains, de différentes analyses, de différentes lectures, etc. Et je crois qu'il y a un moment je me suis laissé fasciner même par la notion de peuple, en fait, et par la manière dont on l'utilisait et dont c'est utilisé en Algérie aussi, avec vraiment du coup il y a quelque chose qui est devenu réel à ce moment-là. C'est-à-dire que le peuple comme une espèce d'entité historique, enfin même transhistorique, un truc qui serait justement plus lié à une configuration, à une époque, et qui a un truc qui serait le même en traversant l'histoire, et qui aurait effectivement une volonté propre, etc. Et le problème, c'est que vraiment dans cette séquence-là, on a vraiment cette impression-là, et dans la manière dont les personnes le racontent, mais dans ces histoires-là de transcollective, de faire un corps commun, les sources, elles donnent accès à quelque chose qui ressemble à
enfin, si on appelle ça peuple, on a l'impression que c'est quelque chose qui a une volonté collective, qui a une manière d'agir collective et qui est une entité, quoi. Et bon voilà. Mais c'est encore une fois là en discutant alors, avec des universitaires, mais aussi avec des camarades non universitaires dans les luttes, etc. Que aussi tu reprends de la distance avec ces choses-là et tu réinterroges des complexités. Et puis notamment en discutant avec les amis et les camarades en Algérie, ou aussi donc quand je vais revenir sur la complexité, c'est par exemple c'est se dire que il y a un moment où on manque des choses si on se dit c'est le peuple algérien qui a fait ça à ce moment-là. C'est-à-dire on manque la guerre fratricide entre le FLN et le MNA, on manque les rapports de domination entre hommes et femmes, on manque les rapports différents entre urbains et ruraux, entre étudiants et paysans, et que de toute évidence il y avait de la conflictualité à l'intérieur de ça, il y avait des stratégies différentes. Dans la révolution algérienne, il y avait une stratégie plutôt basiste avec des assemblées populaires où l'idée c'était que le peuple décide de son avenir et prenne en main l'Algérie libérée, et donc il va courir jusqu'aux premières années de l'indépendance, entre 62 63. Bon, c'est complètement terminé avec le coup d'État de 65, mais où il y a une expérience autogestionnaire qui court après tout ça. Et face à elle, il y a aussi une stratégie autoritaire, hiérarchique, verticale, qui est celle qui va arrêter le processus révolutionnaire, qui va prendre les manettes de l'État et qui va commencer à réinstaller, en tout cas à prendre les commandes d'une société indépendante, mais toujours capitaliste, toujours patriarcale, et qui va rétablir des modalités, un régime racial, notamment vis-à-vis du peuple amazigh. Et bon, voilà, dans toutes ces choses-là, si on dit le peuple c'est une entité comme ça et qu'on est fasciné par lui, on les voit plus. Et l'enjeu, c'est justement de voir la complexité. Donc moi, je pense que à un moment, je me suis fait déborder par ça. Non, c'est pardon. Pour vous deux, du coup, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous avez travaillé. Genre, toi, tu contactes Kautar. Kautar, est-ce que tu t'as lu en amont avant d'écrire la préface? C'est quoi les allers-retours qui se font entre vous? Comment ça se compose, ce truc de moi, j'écris quelque chose et toi, tu fais la préface? Un peu votre rencontre, quoi. Oui, je crois que quand on travaille sur ces thématiques, même si on se connaît pas personnellement, même si on n'a pas partagé un café ou quelque chose de cet ordre-là, on parvient malgré tout à situer le travail de l'autre dans la galaxie fascinante des personnes qui travaillent à ces questions-là. Donc le travail de Mathieu, il a existé d'abord de cette manière-là dans mon esprit par rapport à la question de la militarisation de l'ordre social, pour le dire très simplement et très rapidement. Je crois qu'il y avait eu un café avant, si ma mémoire est bonne, oui, Gare du Nord, il me semble. 2 cafés, voilà. Échange agréable en plus, je crois. Voilà. Voilà. Et bon, voilà, je le dis simplement parce que ça continue de tisser des formes d'amitié ou de compagnonnage plus ou moins lointains, mais qui sont quand même portés par un intérêt et par une forme d'empathie et d'admiration à l'égard de ce que l'autre est capable de faire et de mobiliser comme énergie pour porter des projets qui sont improbables, c'est-à-dire qui ont en vérité dans l'ordre des choses peu de chances d'exister et qui existent malgré tout. Et le livre, oui, je l'avais lu, je connaissais cette histoire grâce à Mathieu avant que la proposition me soit faite. Donc ça a été une redécouverte du texte. Mais pour ma part, quand on me demande quelque chose, spécifiquement quand c'est une commande de texte, j'ai juste besoin de quelques éléments et ensuite je disparais totalement et je réapparais quand il est question. Je crois que je suis absolument formidable pour les éditeurs et les éditrices. Parce que voilà, il y a 2 contacts au moment de la réception entre guillemets de la commande et le moment où je renvoie le texte parce que la chose a pris forme et qu'ensuite bien évidemment je dis toujours je demeure à votre écoute pour échanger plus longuement si besoin était. Et ça veut dire qu'à un moment donné il y a aussi un temps d'appropriation du texte bien évidemment et de retraduction ou de recompréhension
de ce que Mathieu a compris de sa propre enquête et que j'essaye de faire comprendre à des personnes qui n'ont pas encore forcément lu le livre, qui vont y entrer, pas forcément par la préface. Il y a des personnes aussi qui lisent la 4e de couverture, peut-être qu'ils liront d'ailleurs aussi la postface d'Elsa. En vérité, on ne sait pas comment les personnes entrent dans le livre machinalement. On pense qu'il y a quelque chose de linéaire et de plutôt chronologique, mais en tout cas voilà, c'est un travail d'écriture intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est aussi une forme de communication des textes entre eux, et c'est aussi une forme de soutien et de renforcement en fait. C'est-à-dire que ce que Mathieu ne peut pas dire de son propre travail, par modestie ou par humilité ou des choses de cet ordre-là, moi je peux le dire, parce que moi pour le coup je suis extérieure et je peux l'affirmer, je peux le poser, je peux l'imposer et je peux orienter d'une manière ou d'une autre la lecture de celui qui va lire le texte. Et ça c'est un pouvoir formidable du préfacier, que de dire, moi à mon avis, vous devriez plutôt considérer ce texte sous tel et tel et tel et tel augure. On n'est pas toujours suivi. Il y a des très beaux travaux qui ont été faits sur ce que les préfaces font au texte qu'ils accompagnent. Mais en tout cas, ça a été ma position d'essayer de renforcer encore un peu plus les choses, en étant très rassurée par le fait que Mathieu, dans son texte, apporte l'explication limpide et claire de ce que moi je tente de condenser et de dire, avec peut-être une ligne encore un peu plus droite et un peu plus ferme que celle que lui-même peut emprunter dans son propre travail. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça. C'était pour revenir par rapport à ce que tu disais sur le peuple. Du coup, vu que t'as pu remarquer les impasses qu'il y avait à justement réfléchir dans cette catégorie-là, pourquoi t'as préservé, enfin je te tutoie, pourquoi t'as préservé le peuple dans le titre? Et aussi j'aimerais savoir comment tu circonscris cette catégorie-là. Qu'est-ce que tu mets dans le peuple? Quelle consistance, quelle limitation, quel contour en fait tu donnes à ce terme-là? Ok, merci beaucoup. Oui, ouais. Alors du coup, j'ai gardé le titre parce que c'est un slogan qui émerge. On a l'impression, en tout cas, qu'il émerge dans cette séquence-là, toute fin de la révolution algérienne, justement à un moment où le prolétariat colonisé, parce que c'est ça la catégorie sociologique que j'utilise, je reviendrai après dessus, mais perçoit les luttes de pouvoir, les luttes de fraction à la tête du FLN et de la LN, déjà pour diriger le mouvement indépendantiste, puis pour diriger l'Algérie indépendante, et où du coup qui va déjà dès cette époque-là être codé de plusieurs manières. Il y a plein de récits, tous contradictoires entre eux. Par exemple, la photo très connue qu'on voit, c'est sur les murs à Tunis, donc c'est auprès du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne. Et autour de cette histoire-là, il y a un récit qui consiste à dire que là, par exemple, à cet endroit-là, un seul héros le peuple, le slogan est manipulé justement par les fractions autoritaires, d'une certaine manière pour dire quelles sont l'émanation du peuple, et qu'il faut arrêter de se poser des questions sur qui est en train de prendre le pouvoir à la fin de la révolution algérienne. De toute façon, c'est le peuple, etc. Mais il y a déjà, à ce moment-là, des manières de le coder en considérant justement l'inverse, et de dire c'est le peuple, au sens les opprimés, les colonisés, qu'on fait la révolution, donc vous n'allez pas nous la voler avec vos guerres de clans. Et en fait, on trouve le slogan déjà dans la Révolution française, dans différents écrits, et je crois pas que ce soit intéressant de savoir si des gens dans le FLN l'ont utilisé parce qu'ils avaient lu tel livre sur la Révolution française ou quoi. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que la manière dont il était codé et recodé incessamment, en fait, ça traversait cette histoire-là jusqu'à nous aujourd'hui.
Et par exemple, moi, quand ce slogan, il me plaît quand il veut dire ça, quand il veut dire c'est les classes populaires, c'est les opprimés qui font l'histoire. Mais je trouve que c'est intéressant de l'avoir et de savoir justement qu'il a pu être aussi détourné pour légitimer à peu près l'inverse. Et voilà. Et donc j'utilise pas le mot peuple comme une catégorie sociologique opératoire pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure. Et dans la préface, j'explique du coup pourquoi j'utilise plutôt prolétariat colonisé. Et j'utilise prolétariat dans un sens non ouvrier, puisque effectivement les classes populaires en Algérie à cette époque-là sont principalement paysannes et rurales, et mais du coup plutôt dans un sens le plus large possible, c'est-à-dire la classe de celles et ceux qui n'ont que leurs bras et leurs enfants. Et je rajoute colonisé pour bien se dire qu'on est justement dans une situation particulière qui est pas la même que celle du prolétariat dans les centres impérialistes. Et on aurait pu rajouter sexisé ou enfin quelque chose sur la question du genre. Je le dis dedans. Juste bon, après pour utiliser une catégorie, des fois tu peux pas utiliser à chaque fois 3 mots. En tout cas, dans l'explication, je dis qu'il faut prendre ce paramètre-là, évidemment le mettre au centre au même titre que les autres. Et voilà. Il y avait une autre partie de la question. Non, c'était ça. Oui, non, l'autre part. Non, mais je sais plus, j'ai plus l'autre partie de la question, mais ce que tu dis, là où je voulais en venir, je pense, c'était comment dire, j'ai l'impression que quand je t'entends parler, tu parles de quelque chose qui est passé, mais en même temps, il y a quelque chose que tu essaies de rattacher aujourd'hui, enfin au moment, à l'époque actuelle dans laquelle on se trouve, quoi. Et du coup, voilà, enfin, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment tu articules ou t'associes des populations qui se trouvent à la fois issues de cette histoire-là et qui sont en France, et des populations qui sont aujourd'hui de l'autre côté, enfin, qui sont en Algérie, en Afrique plus largement, et qui sont du coup aussi rattachées à la même histoire, mais pas de la même manière. Et j'ai l'impression que du coup il y avait cette ambiguïté-là, en tout cas, qui se transparaissait dans le terme de peuple. C'est que je savais pas si ça renvoyait à quelque chose qui était plus dans le champ français, ou quelque chose qui était transnational, internationaliste, quoi. Et du coup je trouvais ça enfin, du coup moi c'est ça aussi que j'essaie de, dans ma propre existence, c'est comment je me relie à des gens qui vivent en Afrique, dont je partage une certaine histoire, mais j'ai quand même du mal à le faire, et du coup à travers l'histoire, par exemple, que tu peux raconter dans des révolutions, je m'y reconnais, mais en même temps présentement dans le quotidien justement que tu évoques, il y a quelque chose de très bizarre en fait à cerner, à saisir. Et j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas dans ton usage du peuple, dans ta fascination que je t'entendais raconter, il y avait quelque chose de cet ordre-là, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas si j'ai été clair, mais parce qu'en fait c'est une interrogation aussi, moi, qui est présente en moi. Et Carrément, enfin de ce que je crois sur ce sur quoi tu nous lances. Et effectivement, quand tu dis par exemple peuple pour la France, j'ai l'impression que c'est un bon contexte pour voir que justement la notion elle peut être piégée, parce que si on dit le peuple français, on voit que ça peut être super glissant. Pendant les Gilets jaunes, ça a pu être glissant. Pendant le mouvement anti-pass, ça peut être glissant en fait. C'est-à-dire il peut y avoir l'extrême droite qui se retrouve dedans. Mais aussi, si on dit le peuple comme ça, ça peut être un truc dans lequel on met le patron et son ouvrier, dans lequel on met le dominant et le dominé. Et du coup, là, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue des luttes, on comprend plus rien en fait si on met l'oppresseur et l'opprimé dans la même catégorie. Et donc c'est effectivement pour ça que je m'en méfie de ce point de vue-là. Mais après, il y a des contextes, il y a des moments quand on parle, quand on sait entre qui on parle et qu'on dit le peuple, et qu'on sait qu'on parle des classes populaires, ou qu'on parle des opprimés, ou par exemple quand on va dire éducation populaire, on sait qu'on n'est pas en train de parler de l'éducation des bourgeois, quoi. Et c'est marrant parce que du coup il y a un moment où finalement c'est moins flou, c'est quand on dit les peuples. Quand on dit les peuples, on a l'impression, dans certains contextes, encore une fois, mais qu'on est en train de parler d'anti-impérialisme, ou en tout cas qu'on est en train de parler des opprimés, que quand on dit les peuples qui subissent ça, qu'on met pas leurs états, leurs classes dirigeantes dedans, des choses comme ça. Et encore que justement ça se questionne, quoi.
Et voilà. Et bon, et je pense qu'une manière de répondre, en fait, j'ai retrouvé l'autre partie de ta question juste avant, et c'est ce que je mettais moi dans Peuple. Et disons, comme je l'ai dit, ça me parle quand ça parle des opprimés, quoi. Maintenant, par rapport à cette enquête et par rapport à cette séquence, j'ai l'impression que ce qu'est le peuple, c'est justement ce que racontent les témoins, c'est ce moment de délire collectif, c'est-à-dire un moment où les corps forment une entité supérieure, une entité plus forte que l'addition de chaque corps individuel, où énergétiquement il y a quelque chose qui a l'air de créer une surpuissance, quoi. Et dans les imaginaires aussi de former un sujet historique. Et du coup, on en a discuté des fois avec des camarades comme ça, justement, de qu'est-ce qu'on faisait de ça. Et donc, je le dis, c'est pas une réponse ni définitive, ni il s'agit pas de dire ce serait ça le peuple, mais en tout cas dans cette séquence-là, moi, la manière dont j'ai l'impression que le peuple se manifeste, c'est comme un délire collectif et une puissance collective. Et c'est effectivement des choses que j'ai eu l'impression de ressentir, qui résonnaient pendant le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, à certains moments où j'ai surtout vécu à Toulouse et à Paris. Et voilà. Et donc le lien entre ici, là-bas, et j'ai l'impression que c'est en fonction de nos parcours, de nos luttes qu'on le fait aussi. Il y a une question qui est soulevée notamment dans le sous-titre d'un autre livre de PMN, qui est le Continuum colonial, et qui est justement d'essayer de voir, d'arriver à distinguer des situations qui sont pas les mêmes. C'est un peu ce que j'ai fait dans la domination policière aussi, en proposant endocolonial, c'est-à-dire se dire que il y a différents régimes de colonialité. Effectivement, il y a du post-colonial. Alors ils sont encore en train de nous saouler sur ça, comme si c'était vraiment polémique. Mais donc il y a des choses qui sont qui perdurent et qui sont les persistances de quelque chose qui est terminé, oui, mais il y a des colonialités strictes et présentes dans les territoires dits d'outre-mer. Il y a du néocolonial dans le déploiement comme Barkhane au Sahel. Il y a de l'endocolonial, qui est, encore une fois, c'est pas la même chose de grandir dans un quartier populaire en France que dans un quartier populaire en Guadeloupe, en territoire colonisé guadeloupéen ou à Haïti ou au Mali, etc. C'est pas les mêmes conditions, mais il y a un continuum entre tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de technologies, de dispositifs de pouvoir, et aussi des mémoires de lutte, des pratiques, des manières de s'opposer qui circulent et qui sont pas les mêmes. Alors voilà, j'ai l'impression que l'enjeu c'est ça, c'est de produire une connaissance critique, collective, qui nous permette de distinguer les choses, mais qui nous permette de les lier aussi, parce que l'enjeu de tout ça, c'est de construire de la solidarité internationaliste, et c'est de se débarrasser des systèmes de domination ici et là-bas. Mais avec le fait de distinguer, c'est bien parce que pour voir aussi que le ici et là-bas sont pas au même niveau, c'est-à-dire que l'impérialisme a des centres et il a des périphéries, c'est-à-dire il y a des endroits où le capital est concentré, où les prises de décision sont concentrées. Enfin, il y a des endroits, voilà, tous les territoires, tous les espaces-temps ont pas le même statut, quoi. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, ou est-ce que Mathieu ou Kautar voulait ajouter quelque chose ou compléter? Tu voulais peut-être dire un mot des archives, tu as parlé de ça tout à l'heure. Je pense qu'on va repartir dans autre chose. S'il y a des gens qui ont envie de discuter des archives, on peut en discuter peut-être en informel après. Non, je voulais peut-être juste redire un mot sur il y a cette postface aussi d'Elsa Dorlin, qui est aussi un texte puissant, et mes travaux dialoguent avec ceux d'Elsa depuis un moment, et notamment sur cette question du corps, et Elsa a apporté des choses vraiment fondamentales dans une je sais pas comment dire, une manière de continuer à avancer avec Frantz Fanon, et avec ses écrits sur le corps et sur la violence coloniale, et du coup notamment la manière qu'Elsa a de proposer de lire dans ses pratiques micropolitiques, dans la danse, dans la trance, dans les sports, etc., dans les activités sportives, de voir pas seulement des manières de se soigner et de se protéger, comme Fanon le disait, mais de voir des manières de se préparer.
s'entraîner à surgir, de s'entraîner à contre-attaquer, et donc vraiment c'est dans un dialogue avec sa réflexion qu'elle développe dans Se défendre que aussi le livre a évolué, et donc son texte à la fin est important pour ça. Et je leur disais aussi donc, pour lui dire merci au même titre que à Kautar, et aussi parce que leurs deux textes, leur manière de raisonner avec le livre, c'est justement sur une manière dont on pourrait peut-être terminer, mais c'est vraiment, ça vient nous montrer qu'il n'y a pas de système de domination qui soit absolument implacable. Et que lorsqu'ils se présentent comme total, c'est leur fiction, c'est la fiction qui leur permet de fonctionner, et donc on aurait complètement tort de croire à ces fictions, de se laisser avoir par une fiction du pouvoir qui serait total. Et ben non, en fait non, il y a de la possibilité de résistance partout, il y a de la possibilité de s'auto-organiser, et donc c'est un peu sur ça que j'ai envie de conclure, c'est qu'on continue à s'organiser face au système de domination en ayant bien en tête qu'on est capable de s'organiser, qu'on est capable de gagner. Et voilà, et qu'il y a de l'espoir. Merci à toutes et à tous. Et j'en profite pour vous signaler que la librairie ferme pour 2 mois de travaux à partir du 4 juin. Donc voilà, si vous avez des achats à faire, c'est le moment. Et sinon, rendez-vous au mois d'août, début août.